Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Clémentine Sarlat, journaliste et créatrice du podcast La Matrescence. Elle raconte les coulisses de son lancement dans l'entrepreneuriat, mais aussi comment son activité a rapidement évolué en parallèle de ses différentes grossesses. Vous découvrirez notamment que Clémentine a testé quasiment tous les statuts possibles, de salarié à freelance à chef d'entreprise. Elle partage aussi à cœur ouvert les péripéties qu'elle a vécues, des difficultés administratives à la séparation avec son mari pendant plusieurs mois et une phase de dépression sévère alors que sa troisième fille n'avait pas encore 1 an. Elle partage notamment à la fin de l'interview des conseils sur l'importance du couple quand on est entrepreneuse en voie de devenir maman, alors restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Je tiens à remercier Clémentine d'avoir accepté mon invitation à passer de l'autre côté du micro et aussi pour son authenticité et sa transparence qui, j'en suis sûre, va vous émouvoir et vous inspirer autant que moi. Bonne écoute! Bonjour Clémentine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à partager ton histoire au micro de Grossesse d'entrepreneuse. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Salut Solène, merci beaucoup de m'accueillir. Alors la première question que je voulais te poser et qui est la coutume dans ce podcast, c'est avant qu'on parle de toi en tant qu'entrepreneuse et en tant que mère, je voulais en fait que tu puisses nous raconter d'où tu viens et plus précisément quand tu as grandi dans ton enfance ou dans ton adolescence, comment est-ce que tu te projetais justement dans cette vie active et de maman? Est-ce que c'était quelque chose qui te posait question? Est-ce que l'équilibre justement entre la vie pro et la vie perso, c'était quelque chose qui t'avait interpellée déjà à l'époque ou pas du tout? J'ai toujours souvenir de m'être dit que je ne serais pas maman avant mes 35 ans. Je sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui était assez ancré dans ma tête jusqu'à l'adolescence, tard dans l'adolescence même, dans ma vie de jeune adulte. Je pense parce que j'avais peut-être compris que si je voulais construire ma carrière, j'aurais besoin de le faire avant d'avoir des enfants. Donc je pense que j'avais une très forte ambition en moi, j'en suis sûre même, et que je me voyais faire de grandes choses. Je savais pas trop quoi et comment, mais j'étais très sensible au fait que ma carrière allait prendre beaucoup de place dans ma vie. J'ai une maman qui a toujours travaillé dans des gros événements sportifs en plus et qui s'est quand même mis à 80 parce qu'à l'époque, c'était clairement pas mon père qui allait réduire son temps de travail pour s'occuper de nous, c'était ma mère. Je pense pas que j'avais envisagé cet équilibre tant, tu vois, pro perso, c'est pas des questions abordées quand tu es petite ou j'ai jamais entendu mes parents ni se disputer à ce sujet, ni en parler, concrètement, c'était juste comme ça. Mais moi, j'avais des ambitions très fortes pour moi-même. En gros, ça, je sais que depuis petite, c'est très ancré en moi. Et finalement, du coup, une fois que tu t'es lancée dans ta carrière, comment est-ce que tu as attendu 35 ans avant d'avoir un premier enfant et surtout, voilà, comment est-ce que tu as décidé de devenir maman alors que justement, tu avais une carrière déjà assez, voilà, qui prenait beaucoup de place? Mais c'est marrant parce que tu vois, mes copines, elles sont toujours foutues de ma gueule parce qu'elles m'ont dit: «Tu étais la seule à nous dire que jamais tu aurais d'enfant avant 35 ans et tu as été quasi la première à avoir un enfant», parce que j'ai eu un enfant à 29 ans, enfin ma première fille en tout cas. Et donc j'ai pas du tout respecté les plans que j'avais créés dans ma tête à l'adolescence. J'ai voulu devenir maman, je pense parce que j'avais accompli des choses fortes dans ma vingtaine, dans ma carrière. J'ai tout de suite travaillé, tout de suite été à la télé, tout de suite présenté des grandes émissions. En fait, très jeune dans ma carrière, j'ai eu accès à des choses extraordinaires, pour le coup, vraiment en dehors de l'ordinaire. Donc, je pense que ma soif d'avoir un impact, de faire des choses incroyables, elle avait été un petit peu étanchée déjà dans ma vingtaine. Donc, clairement, je vais pas te mentir, c'est on rentre des Jeux olympiques en 2016. J'ai présenté une émission à Rio. J'ai vécu les Jeux de l'intérieur sur France Télévisions. J'ai répondu à un des rêves que j'avais en tant que journaliste dans le sport, parce que c'était ça mon métier à la télé. Et on parle beaucoup de la déprime post-JO pour les athlètes, mais elle est également très, très présente pour les journalistes et pour le milieu de la télé.
Et donc il y avait une sale ambiance au travail, tu sentais que tout le monde était démotivé, il y avait plus ce pic, tu vois, qu'on attend toutes, et tous. Et ça commençait à être un petit peu, je sais pas, désagréable l'ambiance au travail et un peu répétitif pour moi, pour plein d'autres de mes collègues. Et il y a eu un moment, je suis allée, en week-end, j'ai jamais de week-end, mais je suis allée un week-end parce que j'allais, sur un match de rugby juste à côté, chez un ami qui avait des enfants et je me suis dit: «Waouh, c'est trop ça que je veux, en fait». Voilà, ma vie pro, elle est géniale, mais c'est pas ça qui me nourrit de l'intérieur, j'avais envie d'autre chose. Alors que j'étais pourtant, voilà, en pleine ascension dans ma carrière, hein, j'avais, 28, à l'époque. C'était pas forcément le meilleur moment, on va dire, pour pouvoir avoir un enfant en tant que femme. Tu vois, les jeux olympiques, c'était en août et en décembre, je suis tombée enceinte de ma première fille, et j'ai accouché en septembre 2017. Donc ça c'est assez lié au final à ma carrière pro et à mes sensations dans le monde pro où je me suis dit, «Je crois que c'est le bon moment pour moi de faire une petite coupure». Mmh. Ça a été une très grande coupure au final. Bah, oui, ouais, tu vas nous raconter ça, même si évidemment, bah, dans ce podcast, on va surtout s'intéresser, à tes grossesses que tu as vécues, en tant qu'entrepreneuse. La première, bah, tu étais, salariée et tu viens de nous raconter dans Mmh. quel contexte de carrière tu étais. Comment est-ce que tu as vécu, cette entrée, dans la maternité et puis ensuite ta reprise, au travail? Quand j'ai eu ma première fille, ça a été vraiment un énorme bouleversement et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui s'appelle La matrescence ensuite. Mais à l'époque, on est en 2017, il y a pas vraiment encore de compte sur les réseaux sociaux qui parlent de ça. Il y a eu un petit peu, tu vois, le livre Baby Blues de, Alessandra Sublet, il y a Lio qui en parlait un peu. Il y avait eu quelques prises de parole, mais c'était pas, commun, de parler de ce chamboulement d'être mère. En plus, moi, j'évoluais dans un monde à 99 masculin, donc j'étais pas préparée à ce qui allait m'arriver et j'étais persuadée que ça ne me changerait pas de devenir mère. J'étais persuadée que ma vie continuerait avec juste un enfant, sur ma hanche et sur une photo et ça ferait joli, mais j'avais absolument pas compris les conséquences sur ma vie, perso, pro, hein. J'étais très naïve. Je me rends compte aujourd'hui que les femmes ont accès à beaucoup plus de choses, donc je pense qu'elles font des choix un peu plus en conscience que moi j'ai fait il y a 8 ans et parce que ça va vite sur les réseaux sociaux quand même en quelques années, on a un petit peu Non, mais c'est vrai que défriché, le mot ça. naïveté, ça revient très souvent dans mes Mmh. interviews, tu vois, de femmes qui disaient qu'elles étaient hyper, confiantes en mode, «Tout va bien se passer. Oh là là, j'étais naïve» et ouais, c'est un mot, qui revient très souvent. Après j'ai eu beaucoup de chance que tout s'est bien passé sur le plan, physique, de la santé, tu vois? Il y a ça aussi, ces paramètres-là qu'on peut pas, anticiper en amont. Bah, peut-être qu'il faut de la naïveté pour se lancer à faire des enfants. J'imagine que c'est un des paramètres parce que quand on a trop d'infos, après, c'est peut-être plus complexe. Mais en tout cas, quand je suis devenue mère, mon monde tel que je le connaissais, vraiment, il s'est effondré. Et la personne que j'étais, j'avais l'impression qu'elle venait de mourir sous mes yeux et je ne me reconnaissais plus dans mon identité. Et c'est ça la matrescence, hein, c'est ce changement fort d'identité. On le ressent plus ou moins fortement. Moi, j'ai vraiment ressenti très fort. Tout a explosé. Et la reprise du travail a été très compliquée dans un contexte où, on m'a arnaquée, soyons très il y a eu discrimination, liée à mon retour de congé maternité. Donc on est très fragile dans ce moment-là, on est très sensible et pour mon premier enfant, j'avais pas les codes, voilà, j'étais pas prête. L'environnement, de mon travail n'a pas été accueillant du tout et a été plutôt destructeur. Et donc j'ai tenu, 6 mois, à mon retour de congé mat. J'ai fait un dernier événement en juillet, 2018, à Berlin, aux championnats d'Europe d'athlétisme, donc c'était mon sport, c'était trop cool et puis j'ai dit: «Stop, en fait, je démissionne» et donc j'ai démissionné, dans la foulée, en fait, après avoir eu ma fille, 9 mois après. Alors il y a plein de gens qui disent, «Je vous conseille dans la première année d'un enfant de ne jamais déménager, ne pas vous séparer et ne pas changer de taf parce qu'il se passe tellement de choses en une année que c'est forcément bouleversant et qu'on a envie de tout faire éclater» et j'entends tout à fait. Mais au final, ça a été la bonne, solution pour moi. Peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu pour être plus stabilisée, mais même je à un moment ou un autre, je serais partie parce que ça correspondait plus à mes valeurs. Je ne me voyais pas travailler dans une entreprise qui m'avait autant mis sous terre alors que je venais d'avoir un enfant, en fait. Les entreprises doivent comprendre qu'elles ont tout à y gagner à accueillir comme il faut une nouvelle maman, ou un nouveau papa.
à les mettre dans les meilleures conditions possibles parce que c'est un gage de longévité dans la société, dans l'entreprise. Moi, ils se sont tirés une balle dans le pied, clairement, c'était pas gérable pour moi, de rester sur le long terme. Il y avait eu trop de choses, anormales. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat par défaut, parce que je suis devenue mère et que je ne voulais plus subir, une organisation salariale et d'entreprise qui correspondait pas à ma façon de voir les choses. Et puis, je tiens quand même à dire, je travaillais à France Télévisions, qui est un très gros groupe, il y a 10 000 salariés. On a des acquis sociaux très forts, hein. Donc on a, 4 mois après la naissance de notre enfant où on peut rester avec notre bébé. On n'en a pas 3 mais 4. On a ensuite, pendant jusqu'aux 6 mois du bébé, on a le droit de travailler que 4 jours par semaine, payés 5. Tu vois, on a quand même plein de petits avantages sociaux qui sont très bénéfiques à la nouvelle maman. Mmh. Mais ça n'empêche pas, si la structure managériale, si les gens qui sont en TN+1 ne sont pas formés comme il faut à t'accueillir, tu as beau avoir les acquis sociaux, ça va tiquer un moment. Donc je trouve que c'est important de le noter. Même moi, tu vois, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est vraiment une leçon que j'ai retenue et quelque chose qui va être très important pour moi dans mon parcours de chef d'entreprise, parce que je sais ce que je ne voudrais pas, tu vois? Mmh. Oui, c'est ça, il y a la culture, d'entreprise autour, au-delà des voilà, des mesures, enfin qui est ouais, c'est pas anecdotique, évidemment que c'est apprécié, appréciable, mais ça fait pas tout, quoi. Ça, c'est Oui, oui, super important. on a une augmentation de salaire, on a des choses, hein, qui sont vraiment, quantifiables et qui sont importantes. Mais si ça va pas avec le reste, ça sert à rien, en fait. Oui, puis il y a peut-être aussi, l'effet, entre guillemets «pervers» de, «Ah bah, c'est bon, elles vont pas se plaindre déjà qu'elles ont ça, 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 voilà, il y a pas intérêt à en plus, qu'on les voilà, qu'on les cajole ou qu'on fasse voilà, qu'on en fasse, plus» parce que il y a un côté presque parfois, pas des jalousies, mais oui, ce côté un peu injuste, pourquoi eux ils ont le droit, et cetera. Donc c'est vrai que c'est hyper important, voilà, de travailler cette culture et la formation, des managers dont tu parlais. Et la question aussi qui me vient en t'écoutant, c'est, donc on a compris que voilà, dans cette entreprise, voilà, tu te sentais plus, de t'y investir, vu la forme de trahison que tu as ressentie et vécue. Et tu disais, voilà, du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par défaut. Est-ce que tu as envisagé d'être salariée autre part? Enfin, pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que c'est quand même un choix qui est pas forcément, évident voilà, à faire. Surtout en France, on n'a pas je dis pas que c'est mal vu, hein, c'est bien vu, mais les gens sont frileux quand même autour. On dit: «Ah bon, tu es sûre? Mais tu vas faire un trou dans ton CV». Enfin, c'est voilà, il y a quand même, une culture autour de l'entrepreneuriat, même si ça se développe, qui est pas encore tout à fait là et encore moins en 2018 à l'époque où toi tu décides de te lancer. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivée? Je pense que c'est très dû à mon TDAH. En fait, donc j'ai un TDAH qui est donc drivé par l'impulsivité et moi, quand je décide un truc, je réfléchis pas du tout aux conséquences et je me dis: «Ça va le faire, je vais y arriver, je sais pas comment, mais je trouverai une solution». Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc j'ai plusieurs, tu vois, atypies, neurodéveloppementales. Et je pense qu'une très grosse entreprise, ça correspond pas à ma manière de fonctionner. Donc finalement, c'était un soulagement. Je me suis sentie tellement mieux juste le jour où j'ai démissionné, où je suis sortie de ces carcans où je pouvais pas être qui j'étais vraiment, en fait. C'était pas possible. Bon, Mmh. tu rajoutes à ça avec un milieu très, très sexiste, le patriarcat. Donc vraiment, j'étais trop étouffée pour être qui je suis vraiment. Donc pour moi, c'était une évidence que je retournerais pas dans le salariat et que je ferais comme moi j'ai envie. Après j'ai un papa qui a été entrepreneur, donc j'ai eu cet exemple-là et très fortement, j'ai été influencée par mon expérience aux États-Unis où j'ai vécu 1 an quand j'avais 17 ans, dans un lycée américain, mais dans une famille américaine et ils sont tous entrepreneurs. Toutes mes amies que je me suis faites il y a 18 ans maintenant, avec qui je parle tout le temps, hein, ces gens-là, elles font toujours partie de ma vie. Elles sont entrepreneuses et elles m'ont beaucoup aidée et c'est vrai que juste avant que je démissionne, je suis allée aux États-Unis dans ma famille pendant 2 semaines et à force de discuter avec tout le monde, quand je suis revenue, j'ai posé ma démission. Vraiment le lundi où je suis revenue de mon voyage aux États-Unis, j'ai posé ma démission et dans ma tête, c'était clair que j'allais être entrepreneuse. Alors, j'étais micro-entrepreneuse puisque j'étais solopreneuse. À ce moment-là, je faisais que des choses pour moi. Je faisais encore du journalisme, mais de manière un peu différente, ponctuelle et j'animais des événements. Et j'ai Mmh. eu une chance énorme, c'est que ce milieu-là peut être très rémunérateur.
pas tellement de journalisme d'ailleurs, je tiens à préciser, mais plus, quand tu animes des événements, que tu es, speaker, tu peux très vite faire un chiffre d'affaires correct sans travailler, 7 sur 7. Donc ça correspondait plus à qui je suis parce que je suis quelqu'un qui adore bouger, qui a du mal à rester, au même endroit, faire la même chose, et je décidais de oui ou non, j'accepte ou pas. Donc ça correspondait bien à ce que je voulais. Mais tu vois, ça a vraiment été graduel puisque je suis démarrée solopreneuse, et pour après, vraiment envisager de créer une entreprise et avec, là, c'est complètement différent du coup. Ah bah, tu nous en reparleras parce que c'est justement entre tes 2e et 3e grossesse et une des nombreuses, raisons pour laquelle j'ai voulu t'inviter sur, le podcast. C'est Mmh. aussi pour que tu nous racontes, la différence de vécu justement entre tes différentes grossesses à différents statuts, juridiques presque. Parce que ça, c'est vrai que c'est une question, que se posent pas mal, Mmh. les entrepreneuses qui envisagent des grossesses. C'est: «Ah, est-ce que j'en suis au bon stade? Est-ce que ce serait pas mieux si les choses étaient plus ou moins structurées?» Enfin, voilà, donc ce sera top d'avoir ton avis Mmh. là-dessus. Mais pour reprendre le fil de ton histoire, donc tu as eu ta 1re fille, ça t'a chamboulée, à tel point que tu démissionnes, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je crois que dans le mix de faut pas faire la première année, il y a aussi un déménagement à Bordeaux, il me semble. Et donc tu te lances, dans l'entrepreneuriat, avec donc une micro-entreprise, avec des missions, freelance. Quand est-ce que naît, la matrescence? Bah, tu vois, j'accouche en septembre 2017. Tout de suite, je cherche des réponses à mes questions. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être folle, en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, très, très vite, je tombe sur un article et un TEDx de Alexander Sachs, qui est une psychologue américaine, psychiatre américaine, qui, a remis au goût du jour ce mot, la matrescence, d'Anna Louise Raphael, américaine, qui est décédée depuis, qui avait, créé ce mot dans les années 70. Donc c'est le mix de maternité et adolescence. Et donc le jour où je tombe sur ce mot, j'ai vraiment une révélation parce que bon, il y a le mot, mais il y a toute l'explication derrière du changement d'identité, de ce que ça fait. Et enfin, tu vois, la pression sur, moi redescend et je me dis: «Je ne suis pas folle, je suis normale. Ce qui m'arrive est normal, on n'en parle pas assez». Et donc là, je commence à en parler à tous les gens autour de moi: «Tu connais ce mot? Tu sais ce que ça veut dire?» Et donc je me rends compte que personne ne connaît ce mot évidemment. Et à la base, mon but, c'était plutôt de créer, un lieu, j'avais vraiment l'idée de créer un lieu pour les parents. Il y en a plein qui se sont ouverts depuis dans cette mouvance-là, mais pour accueillir les parents, faire des ateliers. Je m'étais sentie tellement seule à ce moment-là que j'avais besoin de me dire qu'un lieu aurait pu exister pour m'accueillir dans mon congé mat ou après. Mais avec l'idée de transmettre des savoirs, tu vois, de faire des ateliers, des conférences. Et puis en parallèle, je suis quand même toujours journaliste dans le sport. J'écoute énormément de podcasts à cette époque-là. En France, c'est pas encore démocratisé. Je lance un podcast qui s'appelle le Spotlight pour interviewer des grands sportifs et sportives chez eux et vraiment comprendre l'envers du décor, tu vois, derrière justement le spotlight, derrière les lumières. Et puis, bah, je lance ce podcast et je me rends compte que c'est très facile, en fait. Enfin, voilà, une fois que je suis journaliste, une fois que j'ai compris la technique, comment ça marche, en 2018, c'était pas aussi simple que maintenant, clairement. Je me dis: «Ben, en fait, je suis capable» et donc je lance ce podcast en 2018 et en mars 2019, j'ai pas beaucoup de travail, je m'ennuie un peu, je sais pas trop quoi faire et je me dis: «Allez, pourquoi est-ce que je lance pas un deuxième podcast?» Ça va m'occuper, j'ai plein de questions, je sais qui je peux aller interviewer. Si moi ça m'a autant soulagée et que je me rends compte que personne connaît ce mot et ce concept, je suis sûre que ça va parler à quelques femmes, au moins. Et donc en mars 2019, je lance, le podcast La Matrescence et au bout de 6 mois, c'est tout de suite, bon très vite, ça prend, mais vraiment au bout de 6 mois, ça explose donc je comprends le potentiel de ce que j'ai entre les mains et c'est là où je réfléchis différemment, tu vois? Et c'est là où tu commences à te dire: «OK, en fait, le projet de lieu, c'est bien, mais il y a plein d'autres gens qui peuvent le faire. Moi, mon truc, ça va vraiment être, de développer ce podcast». Super. Et ta deuxième fille, du coup, quand est-ce qu'elle arrive, ce projet de 2e bébé? Et surtout, où en est ton activité de solopreneuse, slash Mmh. podcasteuse, à l'époque, avant du coup, de tomber enceinte une deuxième fois? Bah, tu vois, j'ai toujours ce projet, hein, d'ouvrir un lieu, donc j'ai fait un business plan, enfin, voilà, moi je connais rien à ça. J'ai un master de journalisme, une licence d'histoire, donc vraiment l'entrepreneuriat, j'ai jamais eu un cours d'économie de quoi que ce soit, donc
je comprends rien. Je lis beaucoup de livres, j'essaie de m'intéresser pour pas faire trop d'erreurs. J'en ai fait plein, évidemment, et je me rends compte que ça va demander beaucoup d'argent, que c'est de l'investissement, et je me dis: «Mais en fait, là, j'ai quand même envie d'avoir un deuxième enfant et je me vois pas faire des horaires, enfin, tu vois, de pas être dispo, en fait, ça va être trop contraignant et ce sera pas gérable, sachant que je suis plus salariée». Donc je me dis: «Je mets de côté ce projet, ça sera un autre moment». Puis je te dis, voilà, tu as raison, je vois que le podcast décolle en septembre, mais genre vraiment que les écoutes sont très bonnes pour, l'époque, et je suis intégrée tout de suite à un groupe de podcasteurs, sur WhatsApp, on est une trentaine de podcasteurs français, ou 20 peut-être, et donc là, c'est le début et ils commencent à dire: «Oui, moi je suis payé tant, j'ai des sponsors», et donc ce groupe-là, une des personnes, Mathieu Stéphanie, qui est celui qui a le podcast Génération Do It Yourself, me donne mon premier sponsor, en fait, et donc je vois à quoi je peux m'attendre, combien ça peut générer de revenus, ce qui est pas du tout le cas au début, mais et donc au bout d'un an de mon podcast, je commence à pouvoir, en vivre, et moi, je décide de faire un enfant, à ce moment-là, un deuxième. Enfin, on décide de faire un deuxième enfant, et je tombe enceinte, pareil, encore en décembre, 3 ans après, 2019, et donc c'est en plein pendant la pandémie, et clairement, je me dis déjà: «Ouf, je n'ai pas lancé cette salle parce que pendant la pandémie, ça aurait été très compliqué». Et 2e chose, c'est que là, le podcast décolle vraiment parce que pendant la pandémie, les parents se retrouvent chez eux, seuls avec leurs enfants, et en fait, ont plein de questions et se posent plein de questions, et donc mes épisodes sont très, très écoutés, contrairement, par exemple, aux podcasteurs en business qui ont perdu des écoutes à ce moment-là. Nous, c'est l'inverse, en fait. Mmh. Tous ceux qui étaient enfin, tu vois, Bliss Stories, Clémentine, elle le dit aussi. On a toutes décollé vraiment, vraiment à ce moment-là. Donc Clémentine, elle avait lancé son entreprise juste avant. Et d'ailleurs, c'est un des facteurs qui fait que je me dis: «C'est possible», puisqu'elle, elle venait de quitter TF1. On vient toutes les 2 du monde des médias, c'est marrant. Et on discutait souvent, donc je voyais, en fait, que c'était, envisageable de pouvoir créer une économie autour de ce projet-là, et donc je suis enceinte de ma deuxième. Je suis toujours en micro-entreprise, mais tu vois, pile à ce mais vraiment, j'ai une chance là, faut pas se mentir, c'est vraiment de la chance. Pile à ce moment-là, le Covid arrive et mon podcast décolle et je suis rémunérée par le podcast, et pile à ce moment-là, je ne peux plus faire de journalisme, je ne peux plus faire, les événements que je présente, donc je n'ai plus de revenus de ce côté-là. Si je n'avais pas eu le podcast, ça aurait été très, très compliqué pour moi. Mais vraiment, le podcast m'a sauvée là-dessus parce qu'en fait, tout de suite, j'ai fait mon année au plafond en micro-entreprise. Donc tu vois, j'ai réussi jusqu'en septembre. Donc j'ai fait 70 000 € de chiffre d'affaires et j'ai accouché, en fait. Du coup, j'ai mon congé maternité, quelque part, en étant solopreneuse, je l'ai pris parce que les 3 derniers mois de l'année, je ne pouvais plus travailler puisque de toute façon, j'avais atteint le plafond. Donc vraiment, ça s'est goupillé de manière, extraordinaire, qui est pas liée à moi, hein. Vraiment, la conjoncture, elle a été en ma faveur, mais j'ai eu de la chance. Quand même, faut le dire, parce que parfois, on parle de beaucoup, tu vois, de volonté dans l'entrepreneuriat, de capacité. Alors oui, faut être là au bon moment, et après, profiter, tu vois, surfer sur ça. Mais j'ai eu de Mmh. la chance. Je tiens à le Mmh. dire, j'ai eu de la chance dans le contexte économique très compliqué dans lequel on était à ce moment-là, en étant enceinte. Donc tout s'est Ouais, pour moi c'est double enclenché, double stress. oui, oui, et tout s'est enclenché de manière super, et donc j'ai très vite, vu cette année-là, en même temps que j'étais enceinte de ma deuxième fille, que, bah, j'allais pouvoir en vivre et que c'était quelque chose qu'il fallait que je développe. Et au-delà de, du coup, cette activité qui décolle, ta deuxième grossesse, comment tu la vis, maintenant que tu es entrepreneuse et que, tu peux t'organiser, comme tu veux, que tu es plus dans ce monde, à 99 d'hommes, ultra, enfin patriarcal dont tu parlais? Est-ce qu'il y a eu, enfin, est-ce que tu as senti une différence, toi qui as vécu, voilà, des grossesses en tant que salariée, en tant qu'entrepreneuse, comment ça s'est passé pour toi cette deuxième grossesse? Bah, déjà, tu as pas le stress de devoir l'annoncer à qui que ce soit, hein, tu fais ce que tu veux. Non, mais tu vois, par exemple, ma première grossesse, donc je travaillais à la télé, j'ai fait 7 pays différents enceinte, j'étais tout le temps, toutes les semaines, j'étais dans un avion, c'était très fatigant. Alors heureusement, c'était ma première grossesse, donc c'est plus facile à vivre, tu vois? Mais vraiment, c'était beaucoup plus intense, et je pense que c'était trop au final, et encore heureux, j'avais pu m'arrêter au bout de 6 mois parce que ça arrivait la fin de la saison, c'était l'été, donc c'était parfait. Mais les 6 premiers mois, c'était quand même très intense. Là, ma deuxième grossesse, c'était Covid. Je pense que tout le monde se souvient, il faisait très beau.
J'ai la chance d'avoir une maison. On avait un jardin qui était en travaux, mais on avait un jardin et moi, j'avais mon mari à la maison. C'est-à-dire que, avant le covid, lui et moi, on n'avait jamais passé une semaine entière ensemble à la maison avec notre fille. Parce que lui, il était tout le temps en déplacement, j'étais tout le temps en déplacement. On jonglait, en fait, beaucoup et en fait, ça a été un bonheur pour nous de passer ces, 3 mois en vase clos, d'être dans notre bulle, de ralentir le rythme. C'est très en fait, enceinte, on s'impose des choses sur le rythme au lieu de profiter, de ralentir et dans le moment présent et c'était très facile pour moi de le faire puisque j'avais pas ce FOMO, tu vois, ce fear of missing out parce que tout le monde était au ralenti et je pense que pour tous les gens qui étaient dans des bonnes conditions, vraiment je tiens à le dire, j'avais les conditions parfaites et on n'avait pas de stress d'argent, bah, c'était idéal en fait. Donc j'ai vécu une grossesse plutôt sereine de ce point de vue-là, pas du tout pour un autre chose parce que pendant cette grossesse-là, j'ai dénoncé dans les médias, bah, justement, ce qui m'était arrivé en tant que salariée à France Télévisions et ça a explosé parce qu'il y avait rien, il y avait pas de sport à la télé à ce moment-là, donc j'ai fait la une de l'équipe, tu vois? J'ai fait des alors là, par contre, je me suis pris un stress monstrueux parce que mes anciens collègues, je pense que s'ils avaient pu me tuer ou ils l'auraient fait, tu vois? Ils devaient me planter des aiguilles dans des poupées et donc ils m'ont bien stressée parce que c'était pas très fair comment ils se sont comportés avec moi après. Ils ont pas du tout apprécié que je mette un coup de pied dans la fourmilière. Et donc ça a été difficile. Tu fragile enceinte, j'étais très stressée. Je savais pas bien gérer mon stress à l'époque. Ce serait complètement différent aujourd'hui, tu vois? Mais je comprenais pas le système nerveux, je comprenais pas mes déclencheurs, j'ai appris beaucoup de choses depuis 5 ans. Donc j'ai Puis mine eu de rien, quand on est enceinte, on réagit non, pas toujours, comme quand on est dans notre état normal aussi, bah, tu vois? non. Il y a des femmes quand elles sont enceintes qui se retrouvent, hyper, émotives alors qu'elles ont pas du tout l'habitude ou hyper anxieuses, alors que pareil, c'est pas forcément dans leur tempérament. Donc c'est vrai que quand tu as des gros chocs, émotionnels comme ceux que Mmh. tu décris là et qu'en plus tu es pas dans ton état entre guillemets, normal, voilà, on imagine bien que ça a dû pas être évident, à gérer, Il y avait quand même tout le contexte anxiogène, même si moi je vivais dans une bulle, on était quand même en plein covid pour, toutes celles et ceux qui l'ont vécu, c'était difficile. C'est quand même un moment dans l'histoire qui était très, très particulier, ces 8-9 Mmh semaines-là. J'ai vraiment eu de la chance sur ça, c'est que ma grossesse en plus elle s'est très bien passée, mais moi j'ai accouché à la maison, donc j'étais accompagnée par une sage-femme à domicile, ce qui veut dire qu'on pouvait aller la voir, ensemble avec mon mari. On n'était pas dans ce côté anxiogène du médical. Toutes les femmes qui ont accouché en 2020, je sais à quel point elles ont souffert, à quel point ça a été vraiment difficile et moi, j'ai vécu une expérience merveilleuse à côté de ça. J'ai accouché à la maison, c'était juste incroyable. Enfin, vraiment, c'était pouah! J'ai vécu mon meilleur postpartum, vraiment, mais c'était c'était fou, tu vois? Cette deuxième grossesse, ce deuxième accouchement, ce deuxième postpartum. Donc, j'ai vécu une année 2020 géniale et en plus, mon activité a trop bien marché et j'étais déchargée du stress, par rapport à ça. Donc, mh. je te dis encore une fois, j'ai eu de la chance. Et je voulais juste faire une petite, parenthèse par rapport au congé maternité en tant qu'auto, entrepreneuse, où tu nous disais, toi, voilà, tu arrivais au plafond, donc dans tous les cas, tu voulais plus facturer, donc tu as voilà, tu arrêté de Mmh. travailler, pour les 3 derniers mois, puis ça collait, enfin ça coïncidait avec, voilà, la période en tout cas après naissance. Tu avais dit, tu es tombée en décembre, donc naissance Ouais. en septembre. Est-ce que tu as fait des démarches pour obtenir un congé, maternité? Comment tu appréhendais, cet aspect-là, plus, administratif, et gestion financière? Ben, le truc, c'est qu'en 2020, il y a pas de congé maternité pour les micro-entrepreneuses. Je crois que la loi, elle passe en 2021. Non? Je me trompe, non? Heu, Ou non, ouais, alors il y a eu un gros changement en 2019, mais effectivement, ouais, il y avait déjà des indemnités. Après, c'était encore peu connu. Parce mais que, je crois bah, que c'était justement ce plafonné. gros changement, en fait, avant, les entrepreneurs étaient au RSI, donc c'est le régime social des indépendants, et les indemnités étaient, enfin, c'était déjà le système était compliqué et les indemnités étaient pas forcément, à la hauteur, en fait, de celles des salariés. Ils ont, voilà, fait basculer sur la sécurité sociale, enfin, en tout cas, sur le régime, général, classique et en essayant justement de faire en sorte que ce soit à peu près équivalent, même si les calculs sont différents.
Mais donc effectivement, ouais, tu étais dans la première génération qui en avait potentiellement droit. Après, à cette époque-là, il y a eu un gros changement. Tu parlais de 2021, 2021, 2022. En fait, entre 2019 et 2021-2022, on devait prendre 3 ans d'historique de sa boîte. Mmh. Donc, toi, tu venais de te lancer, tu avais pas forcément les 3 ans et ça confusait énormément, et ils ont changé ça donc depuis 2022. On peut, du coup, si on n'a pas les 3 ans et ben, on prend au prorata du temps, qu'on a été entrepreneuse et on peut prendre en compte d'anciens statuts. Donc ça, Mais c'est oui, les c'est ça, donc changements, voilà, qui ont eu lieu pile, au moment où toi, tu avais ta grossesse en tant qu'auto-entrepreneuse, quoi. mais donc oui, j'ai même pas cherché à en bénéficier, et je crois aussi parce qu'à cette époque-là, si tu avais un plafond, enfin, il y avait un plafond, il y avait une histoire où de toute façon, tu sais, j'avais trop fait de chiffre d'affaires sur, ce moment-là. Bref, j'avoue, je sais plus, mais j'ai pas pris du tout de congé maternité rémunéré, donc bah, en fait, j'ai juste pompé sur mes économies, pendant 3 mois, hein, ça voilà, c'est tout, j'y ai même pas réfléchi que c'était pas normal. Tu vois, aujourd'hui, avec mon mari, on en discute souvent et je lui dis: «Tu vois bien qu'il y a eu un problème, en fait, dans la répartition des coûts, hein, des fois, on est nos propres ennemis, hein». Moi-même, j'ai pas fait attention parce qu'ensuite, donc ma fille, elle est née en 2020, septembre 2020, elle n'a été gardée qu'en septembre 2021. Moi, je l'ai gardée pendant 1 an à la maison, avec toutes les restrictions sanitaires qu'il y avait, les confinements, déconfinements, confinements. Donc j'ai tout fait, en fait. C'était très compliqué parce que j'avais quand même mon podcast. Alors effectivement, c'était génial, mon podcast, je pouvais le faire à la maison avec mon bébé. Alors j'avais une deuxième fille qui dormait pas. C'est toujours très compliqué le sommeil pour elle, ça va mieux maintenant, mais donc vraiment, ça a été, une accumulation de fatigue qui a été difficile, et pourtant mon postpartum immédiat, tu vois, les 3 premiers mois étaient magiques. Mais très vite, l'après a été très compliqué, et ça a été très compliqué avec mon mari parce qu'il a pas pris la mesure. Lui, il s'est pas occupé de notre fille, alors qu'il était à la maison, hein, parce qu'il travaillait de la maison, et toute la charge allait tomber sur moi, et c'est souvent ce qui se passe pour les mères qui se lancent, hein, qui se disent: «Bah, comme ça, je vais pouvoir tout faire en même temps». Mais à quel prix? Au détriment de qui? Moi, je sais très bien aussi, on était dans un contexte de pandémie, donc c'était hors de question que je mette mon enfant à la crèche avec des gens masqués toute la journée, non. En fait, à cet âge-là, c'était pas possible pour moi, donc j'ai fait ce choix-là aussi en ayant tout à fait conscience qu'on était dans un contexte qui permettait pas, de pouvoir se dire: «J'ai besoin de souffler, bah, prenez-la». Je l'ai fait en septembre d'après quand les masques ont été enlevés, et ça, c'est dur, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Autant avec un enfant, ça passait, hein, ma fille est rentrée à l'école, autant avec 2 et un à la maison, j'ai commencé à souffrir quand même de la charge que ça représentait, de gérer une entreprise que tu peux pas vraiment développer au final, hein. Je suis dans un secteur où, OK, je peux travailler de la maison de manière, spontanée et m'organiser comme j'ai envie, et c'est plutôt bien rémunéré, mais si je veux développer, il y a un moment, il faut que je puisse quand même, mettre le nez dedans et pas Mmh. subir. J'avais vraiment cette sensation de faire que ça, subir, 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 et puis je suis tombée enceinte de ma troisième fille. Donc ça a été Oui. vraiment compliqué. Je voulais juste, revenir sur ce que tu disais justement de cette année, après la naissance de ta deuxième fille où tu as voilà, tu travaillé de la maison, et tu t'es, bah, occupée, et d'elle et de la première, parce que je trouve qu'on fantasme parfois en fait, cette idée que, quand on est entrepreneuse, et pour celles qui ont un métier compatible avec le fait de travailler à la maison, ah bah, génial, on n'a pas besoin de prendre de mode de garde. Et évidemment que, en tant que féministe, moi, je suis pro, choix, c'est-à-dire que chacun, fait ses choix en conscience et je suis pas là pour, essayer d'orienter, voilà, de les choix d'un côté ou d'un autre. Je pense que c'est hyper, intime de choisir de faire garder son enfant par qui, comment, combien de temps et cetera. Mais c'est important aussi que ces choix, ils soient éclairés et empowerés. Et puis c'est le rôle aussi, enfin, en tout cas, l'ambition, du podcast Grossesse d'entrepreneuse en faisant circuler les retours d'expérience que chacune puisse, voilà, se projeter et savoir à quoi s'en tenir. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Toi qui avais un podcast qui, montait, en flèche, avec, bah, voilà une belle communauté, un chiffre d'affaires au plafond, de la micro-entreprise. Mine de rien, même si tous les feux sont au vert, quand tu passes 1 an à t'occuper, de tes enfants, en bas âge, bah,
voilà, il y a pas de il y a pas de mystère, quoi. C'est compliqué de tout conjuguer, et il y a quelque chose qui doit donner et parfois c'est le développement de sa boîte et encore une fois, si on fait ce choix en conscience et qu'on est OK avec ça, il y a aucun problème, voilà. Mais je trouve ça hyper, intéressant que tu puisses, faire ce retour, d'expérience. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Puisque dans ce que tu racontais, c'était un choix à moitié subi, aussi, avec le contexte et puis dans un contexte de disparité avec ton mari qui lui, malgré le fait qu'il était à la maison, n'a pas forcément, pris, autant cette charge-là. Comment est-ce que tu as vécu justement de devoir concilier les 2? En fait, tu sais, c'est toujours pareil quand tu es, dans le moment, tu te rends pas trop compte que tu es en train de prendre l'eau. Tu as enclenché le mode, automatique, tu es dans la machine à laver et tu dis: «C'est dur», mais tu captes pas trop, là où est ton pouvoir et je te dis, j'étais dans un contexte où je me sentais un peu coincée. C'est-à-dire que je pouvais pas trouver de mode de garde de toute façon, c'était pas gérable. Puis toutes celles qui ont eu un enfant en septembre savent que c'est très compliqué. Il vaut mieux faire un enfant au mois de mai, juin pour pouvoir avoir un Mon mode de aîné est garde de en septembre. septembre. Voilà, c'est ça, tu vois? Tu sais? Donc voilà, c'était un choix que je regrette pas. Je pense aussi que si je n'étais pas tombée enceinte au mois de mai d'après, donc 17 mois, enfin 8 mois plutôt après la naissance de ma deuxième, clairement, je me serais facilité la tâche. Là, j'ai accumulé les difficultés en pleine pandémie. Je pense que ce qui est le plus dur, c'est que tu te rends pas compte et d'autant plus que comme on était dans la pandémie, j'avais un cercle social très réduit, donc tu échanges moins avec les gens. Tu vois, j'avais pas le temps de prendre mon téléphone et de parler 2 heures, en fait. Quand tu es à la maison, tu as les enfants, tu es sollicité. Il a fallu que je puisse sortir de mon foyer, me poser 2 secondes sans ma fille que j'allaitais, donc je l'avais tout le temps avec moi. C'était la bonne excuse aussi, tu vois, de dire, pour mon mari: «Oui, mais je peux pas, tu l'allaites». C'est vrai, on était dans ce truc-là où on a mal géré ensemble, hein. Moi, j'ai pas mis assez de limites de mon côté et lui, il a pas assez pris conscience. Mais en plus, j'avais pas ce tissu social qui pouvait me dire: «Là, Clem, tu es fatiguée, là, ça se voit, attention, est-ce que tu peux pas trouver une solution? Est-ce qu'on peut te déléguer?» C'était très compliqué, enfin, tout était fait pour que, tu vois, ce soit complexe pour moi de lâcher prise. Je regrette pas, hein, de l'avoir fait et encore en plus, à ce moment-là, ma micro-entreprise, elle explose parce que tout de suite, dans les 5 premiers mois, je fais le chiffre d'affaires max de la micro-entreprise. Donc, bah, je suis obligée de la fermer et de créer une société. Donc je crée ma société, une, SARL en mai 2021. Le 3 mai 2021, je tombe enceinte de ma troisième fille le 21 mai 2021 Tout s'enchaîne. et ouais, mais catastrophe pour moi. Enfin, sincèrement, hein, je découvre, tardivement que je suis enceinte, hein, 7 semaines après et là, pour moi, c'est un coup de massue parce que je comprends pas grand-chose encore à l'entrepreneuriat, des sociétés. Que quand tu passes de la micro-entreprise à la société, il y a vraiment un autre level de compréhension, de charge, de ce que ça implique, hein. Mais j'ai bien compris qu'il va falloir que je fasse au moins le double de mon chiffre d'affaires si je veux pouvoir me payer correctement. Enfin, tu vois, vu toutes les charges qu'il y a. Donc j'ai quand même ça en tête de me dire: «Mais comment je vais, doubler mon chiffre d'affaires sachant que là, je vais encore devoir m'arrêter?» et en France, quand on a un troisième enfant, on peut s'arrêter 6 mois. Donc je me doute que si on donne 6 mois en France, c'est que c'est costaud d'avoir 3 enfants, tu vois? C'est que le troisième enfant, ça demande des ressources, fortes et Mmh. moi, c'est panique à bord pour moi. Franchement, je j'ai appelé ça le burn-out patriarcal parce que j'avais la sensation qu'on a une société qui nous pousse à échouer, en fait, dans cette dimension-là. On peut pas tout avoir en même temps. Ça, c'est vraiment, je vais le dire, hein, il y a un moment, il va falloir faire des choix, sinon c'est au détriment de notre santé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein et je dis burn-out patriarcal, je l'appelle comme ça parce que aussi mon mari n'a pas été éduqué à voir, que c'est ingérable, en fait, pour une femme d'avoir tout ça en même temps et qu'il faut à un moment rééquilibrer les choses et burn-out patriarcal parce que moi-même, j'ai été élevée dans une société patriarcale qui demande aux filles de se sacrifier en permanence avec aucun retour et je me suis sacrifiée alors que j'avais pas à le faire. Personne ne m'a demandé non plus, hein. Mon mari, c'est pas le vilain de l'histoire. Il n'est pas venu avec un couteau en disant: «Tu dois tout faire» et c'est aussi moi, hein, qui ai tout accepté sans
mettre de limites sans, dire: «Je ne vais pas être capable» et donc non. Ça a été beaucoup de choix, intenses 2021 et encore je le redis, hein, mais le contexte dans lequel on était, autant j'ai vécu un moment de bonheur pendant, les 8 semaines de confinement, autant tous on n'en pouvait plus en 2021. Des confinements, déconfinements, des restrictions. C'était devenu très lourd quoi, pour tout le monde. Donc je me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat d'entreprise dans les meilleurs contextes. Vraiment, ça a été très compliqué pour moi. Et du coup, pour cette 3e grossesse qui s'annonce, voilà, à l'aube de la création de ton entreprise, bah, tu sens que, OK, ça va être compliqué. Est-ce que tu mets en place des choses? Est-ce que tu commences à recruter aussi? Parce que c'est souvent ce qui se passe, plus les activités maturent, plus on va avoir tendance à s'entourer et d'autant plus, quand on sait qu'on va devoir s'arrêter comme c'était ton cas. Voilà, qu'est-ce que tu mets en place, dans ton entreprise pour justement, essayer d'endiguer le problème? Non, clairement, j'ai recruté personne j'aurais dû, mais j'étais pas en capacité. Donc, tu vois, je découvre en gros, en juillet 2021, je me dis que, bah, je garde ce bébé, ma troisième fille. Donc elle est prévue pour février 2022. Donc je décide de me dire: «Je vais m'arrêter de travailler en janvier». Et en fait, j'ai un peu un regain d'énergie parce qu'en septembre, ma fille rentre enfin à la crèche, au bout d'1 an. Donc pour la première fois depuis, 1 an, je suis seule et je peux respirer. J'ai arrêté d'allaiter à ce moment-là, mais je suis seule mais enceinte quand même. Et donc j'ai 3 mois où, je suis au deuxième trimestre et tu vois? D'un coup, j'ai du temps, je peux me structurer, m'organiser. J'ai tellement de retard sur mes papiers surtout. Et donc j'essaie de comprendre comment fonctionne une entreprise, hein, tout court, comment on facture, qu'est-ce que j'ai le droit de déduire, la TVA, les frais, mais je comprends pas très bien tout ça encore à l'époque. Et surtout, en fait, je dois racheter ma micro-entreprise. On n'en parle pas du tout de ça, tu vois, dans l'entrepreneuriat, mais quand tu as lancé une micro-entreprise et que derrière, switch en entreprise, tu dois racheter la valeur de ta micro-entreprise avant. Et donc moi, comme ça correspond au moment où je vais être enceinte, je me dis: «Mais, je vais la racheter, c'est à hauteur de 70 000 €. Je vais la racheter en 18 mois, en fait, parce que je suis pas sûre d'avoir les fonds pour tout de suite». Enfin, je sais pas très bien faire le calcul de ce qu'il faut faire ou pas. Sauf que quand tu fais ça, tu ne touches pas, de salaire, en fait. Tu as pas de charges sociales. Donc je décide de pas me verser de salaire, mais de racheter tous les mois, de me verser, un salaire, qui est pas un salaire, qui est le rachat, mais qui n'est pas Mmh. chargé. Alors oui, effectivement, ça me permettait de pas avoir 44 de taxes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cotise plus. Ça veut dire que pour ma retraite, je ne cotise pas. Ça veut dire que pour le chômage, je ne cotise pas. Enfin bref, ça implique quand même beaucoup de Et conséquences ça pendant veut dire 1 an et demi. aussi que tu cotises pas pour, le Voilà, fameux congé, congé maternité derrière. maternité. Mmh. Alors comme avant, j'avais cotisé, ça passait, donc j'ai pris un congé maternité de 6 mois, hein, de janvier à juin, où bah, j'ai pas travaillé pendant 6 mois. Et j'ai quand même réussi à faire du chiffre d'affaires parce que quand je le dis, mon business model fait que je peux faire du chiffre d'affaires sans travailler. Puisque je Mmh. mettais des rediffusions de mon podcast et il y avait quand même des pubs sur mon Des podcast sponsors. Mmh. qui généraient, du revenu. Alors c'est évidemment pas à la hauteur de ce que j'aurais pu si j'avais travaillé 6 mois, mais ça m'a mis un petit fonds et donc ça m'a permis, d'avoir 6 premiers mois quand même avec un peu de revenus, de générer du chiffre d'affaires. Et du coup, donc ouais, tu nous racontais, du coup le switch aussi, de statut et donc ces 6 mois, de congé maternité, pour ta troisième fille. Toi, justement, comment est-ce que tu as vécu de prendre, 6 mois de congé, maternité alors que, bah, tu venais à nouveau de lancer alors c'était la même activité mais un nouveau statut? Je pose la question parce que, j'entends beaucoup, d'entrepreneuses et je faisais complètement, enfin, je veux dire, c'est typiquement quelque chose que j'ai pu dire moi aussi, hein. Dire: «Ouais, mais moi, c'est pas dans mon tempérament, moi, je suis quelqu'un d'hyperactif». Puis tu nous disais tout à l'heure que quand tu as grandi, voilà, tu avais cette image de toi super carriériste, que mine de rien, tu as accompli plein de choses, dans ta vie et de salariée, d'entrepreneuse. Donc comment est-ce qu'on arrive à se convaincre de s'arrêter, 6 mois? Parce que sur le coup, ça paraît long. En fait, rétrospectivement, voilà, c'est pas si long que ça, mais voilà, sur le moment, c'est pas toujours évident de se convaincre, d'oser prendre ce temps-là.
Je dirais que ça a pas été dur parce que sincèrement, enchaîner 3 enfants en 4 ans et demi et donc 3 grossesses et les 2 dernières en 17 mois, j'étais épuisée. En fait, il y a un moment, là, on peut pas se mentir, c'est que j'attendais ça. En fait, j'avais besoin de me poser, j'avais besoin que ça s'arrête, j'avais besoin de j'étais vraiment à bout de mes capacités physiques. Il y a des femmes pour qui la grossesse, ça passe facilement, il y a pas de gêne. Moi, j'ai beaucoup de sciatique, beaucoup de pubalgie, j'ai du mal à me bouger. Ma 3e grossesse, j'ai pris 22 kilos. J'étais pas bien dans mon corps et j'arrivais plus, en fait, donc j'avais besoin de cette pause. Donc je sais pas si ça a pas été si dur, je pense pour ma première grossesse, ça aurait été compliqué. J'étais pas dans le même état physique, de forme, là, j'étais épuisée. Donc ma 3e grossesse, elle m'a permis de me montrer que je suis capable de ralentir et que c'est OK. J'ai pas eu de culpabilité, j'ai pas eu de problème. Par contre, avec mon mari, je lui ai dit: «Moi, j'avais quand même, donc un congé maternité et je lui ai dit: «Moi, je veux pas perdre de salaire, c'est pas normal, c'est mon 3e enfant, j'en peux plus là d'enchaîner, c'est encore une fois un arrêt dans ma carrière, donc je veux une compensation, de mon salaire». Parce que quand vous êtes chef d'entreprise, là, il y a un plafond et vous ne pouvez pas avoir un salaire qui, si vous aviez un beau salaire, bah, tant pis en fait, vous n'aurez que ce que la sécu veut bien vous donner. Et ça, je trouve ça vraiment anormal parce que je peux dire que si c'était les hommes qui étaient chefs d'entreprise, qui devaient s'arrêter 6 mois pour cause d'enfants, crois-moi que les salaires, ils pourraient aller bien plus haut dans le plafond, Mmh. puisque ça correspondrait mieux à la réalité. Et moi, j'ai trouvé ça très violent de me dire, en fait, tu peux être chef d'entreprise, avoir du succès, mais en fait, le congé maternité ne sera pas à la hauteur de ton succès. C'est mort. Mmh. Il y a un plafond qui est correct, mais qui n'est pas le plafond de tout le monde. Et donc mon mari a compensé, c'était pas énorme, mais il a compensé cette perte que j'avais moi, parce que là vraiment j'ai dit: Là c'est mort, je ne perds pas encore du salaire». Surtout que j'avais conscience du contexte là où c'était une entreprise, c'était pas pareil, l'implication derrière. Et je pense que ça m'a rassurée quand même de me dire que j'avais un congé maternité, donc je me suis tu vois, ça m'a un peu dédouanée, enlevé la pression en me disant: «C'est pas moi, c'est que c'est normal, tout le monde a 6 mois pour un 3e enfant parce que c'est dur, parce que c'est fatigant». J'ai repris un peu avant parce qu'il y avait Roland-Garros et puis après je me suis réarrêtée et j'ai coupé, tu vois, tout l'été. Donc c'était cool aussi parce qu'au final pendant, 8 mois, plus ou moins, j'ai travaillé, sans trop travailler et j'ai gardé 8 mois ma fille à la maison aussi, hein, et elle a été à la crèche que 7 mois, au bout de 7 mois. Donc c'était encore autre chose, puis bon après il m'arrivait encore autre chose au bout quand je raconte mon histoire, je dis: «Mais c'est n'importe quoi». Jusqu'au bout de 7 mois où après l'arrivée de ma fille, mon mari décide de me quitter et là, je me retrouve seule avec 3 enfants et une entreprise et là, c'est un peu la descente aux enfers. Mais cette première année d'entrepreneuriat, en SARL fait que je capte beaucoup de choses. J'ai une gestion très restrictive, donc je dépense pas d'argent, à part pour me payer ma micro-entreprise. Ce qui fait que c'est un bon calcul sur l'après parce que j'ai accumulé assez de chiffre d'affaires en 18 mois, parce que mon premier exercice, du coup, tombe sur 18 mois à peu près et fait que quand, je reviens vraiment, mais longtemps après, on va en reparler, j'ai accumulé assez d'argent pour là, envisager d'embaucher quelqu'un. Oui, parce qu'en fait, pendant toute cette période et les 6 mois d'arrêt où tu continues à générer un petit peu de Mmh chiffre mh. d'affaires, récurrent, tu toujours pas, d'assistante ou de quelqu'un pour, voilà, faire, les petites tâches, de ci et de là. Du coup, est-ce que tu as réussi à vraiment tout automatiser ou est-ce que tu checkes tes mails une fois par semaine? Enfin, comment est-ce que tu t'es organisée pour que, les choses puissent continuer à tourner, sans ta présence? J'ai, automatisé où je dis que je suis pas dispo, hein, de toute façon, Mmh. mais j'avais anticipé en janvier, avant de m'arrêter, j'avais enregistré le plus possible de spots publicitaires de sponsoring. L'agence avec qui je travaille, donc j'avais personne, mais j'avais quand même une agence qui gérait tout, le sponsoring. Je les Mmh. avais prévenues, elles savaient, donc elles avaient pu négocier des deals en amont pour couvrir un peu cette partie-là. Donc j'ai pu enregistrer et je pense que quand même je suis honnête, je pense que ça a dû m'arriver d'enregistrer un ou 2 spots comme ça, en avril, tu vois? Ça Mmh. me prend pas longtemps et je leur ai envoyé. Après je gérais rien donc c'était Ouais. tranquille. Donc Non, ça, c'est super j'ai un intéressant, que tu partages parce que parfois on se dit toujours: «Ouh là là, déléguer, ça veut dire
embaucher un salarié, ça va Non. coûter un bras, il va falloir tout lui expliquer. Enfin, ça va me prendre plus de temps que ça m'en fait gagner, etc. Et au départ, c'est vrai. Mais en fait, il y a 1000 façons de déléguer et notamment en fait faire appel à un prestataire extérieur. Donc toi, Mmh. dans ton cas, c'était une agence qui gérait les sponsorings. Mine de rien, ça t'enlève énormément de charge mentale et de charge de travail tout court, toutes les mini tâches là à droite à gauche. Et je trouve ça hyper inspirant pour celles qui nous écoutent et qui se disent: «Ah, j'en suis pas encore au stade de déléguer». En fait, faire appel à des Ouais. prestataires ou à des personnes dont c'est le métier qui vont pouvoir, prendre en charge une partie, stratégique, de l'activité, c'est vraiment une super stratégie. Donc, merci, de nous avoir partagé, cette coulisse-là. Et donc tu te retrouves, maman de 3 enfants en, j'allais dire, ultra bas âge parce que tu as quand même eu 3 grossesses en 4 ans et demi donc voilà, tu es chef d'entreprise, avec, donc 3 très jeunes enfants. Tu fais ton congé maternité, de 6 mois pour la 3e, et donc tu nous teasais un petit peu, tout à l'heure que, vous êtes finalement, séparés à un moment donné, avec ton mari. Et du coup là, tu fais l'expérience du entrepreneur solo et maman solo. Mmh. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Comment tu le vis et les impacts aussi sur ton entreprise? Bah, tu vois, les 3 premiers mois après son départ, donc c'est le cataclysme dans ma vie, on va pas se mentir, hein. Je me retrouve seule avec 3 bébés, lui ben, clairement, je parlerai pas pour lui, mais s'il s'en va, c'est qu'il va pas bien, donc je me retrouve vraiment assez seule et je continue de bosser. Là, pour le coup, je m'arrête pas du tout. Je venais juste de reprendre, hein, enfin et je me dis: «Non, là, j'ai pas trop le choix», donc ça marche bien. Ça faisait donc j'allais clôturer mon premier exercice, hein, sur 1 an et demi et j'avais fait un très beau chiffre d'affaires, donc vraiment aucun souci, là-dessus. J'étais pas en galère, c'était très bien. Mais j'avais quand même une très mauvaise, vision de ce que je pouvais faire avec mon argent, comment gérer les dépenses, comment gérer, tu vois, les frais que je pouvais avoir. Je faisais zéro frais, vraiment j'étais Comme très, en très restrictive. micro-entreprise en fait et ouais. Exactement. Tu as J'avais pas essayé de ouais, ouais. switché, sur le Mmh. mode, entreprise, entrepreneuriat et les avantages que ça génère quand même, hein, d'être, entrepreneur, faut pas se mentir. Et arrive le mois de janvier et là j'ai atteint ma limite dans ce qui est en train de nous arriver comme histoire familiale et donc je tombe en dépression. Enfin je tombe, je suis diagnostiquée, en dépression sévère et là je m'arrête. À ce moment-là, je discute déjà avec un coach, en entreprise, enfin un coach qui gère les entrepreneurs et moi, je suis quand même là à me dire: «Tu crois que je dois m'arrêter? Je vais pas te». Il me dit: «Non mais là, en fait, ta priorité, c'est toi, ton entreprise, là, lâche-la faire, en fait». Parce que moi, ça voulait dire encore une fois dans ma tête, encore une fois m'arrêter. C'est-à-dire qu'être en dépression, ne pas pouvoir travailler, encore une fois, là, pour une fois, j'avais pas d'enfant, pas de postpartum, enfin, on est en 2023 à ce moment-là, je me dis: «C'est pas possible, en fait, je vais jamais faire une année normale, c'est enfin, stop, quoi, j'ai besoin» et en même temps, j'étais pas capable. Je pouvais pas sortir de mon lit, enfin, donc je m'arrête, janvier, février, mars, donc 3 mois complets. Je ne déclenche même pas, le l'arrêt de travail, c'est-à-dire que même pas je fais ce que je devrais faire, sachant que je peux, hein, puisque j'ai une assurance et une prévoyance. Non, moi, j'aime bien ne faire appel à personne, ne faites pas comme moi. Mais en fait, je vais te dire aussi, c'est que, donc j'ai un TDAH et quand on a un TDAH, c'est très compliqué la paperasse et toutes les tâches administratives et donc là, dans un moment où je suis très, 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 vulnérable, je suis incapable de faire une tâche administrative. Vraiment, c'est Mmh. juste, ingérable pour moi et donc je choisis de me soigner. Je suis sous antidépresseurs, je fais beaucoup de thérapie, je lis énormément de choses et là, pour le coup, j'ai vraiment ralenti mais sans avoir à m'occuper d'un autre être humain et je me suis occupée de moi. Et la lumière, elle est revenue très vite. Alors j'ai une grande capacité de résilience, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça et c'est pas de leur faute, hein. C'est que génétiquement, je pense que j'ai de la chance là-dessus. Bon, j'ai beaucoup travaillé pour ça aussi, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je reviens, tout début avril, très en forme et là, vraiment très clair et moi, pendant 6 mois, donc j'étais mère célibataire, ça a été un enfer. Vraiment, j'admire les femmes, qui sont mères solo, de manière,
permanentes et qui ont la garde principale. J'avais la garde principale, c'est-à-dire que j'étais déchargée que 2 week-ends par mois à peu près et de temps en temps un jeudi. J'étais épuisée et en fait quand, je suis revenue travailler au mois d'avril, on avait changé le mode de garde. Ma dernière avait 1 an et j'ai dit: «Bon, c'est très tôt, mais je vais plus pouvoir, je vais pas me sacrifier encore une fois, c'est plus possible». J'avais beaucoup appris sur comment on met des limites et j'ai dit à mon mari avec qui on s'est remis, hein, que moi je voulais la garde alternée. Même si mes filles étaient toutes petites et que ça allait être très dur pour elles, je pouvais plus en fait. J'étais pas une bonne maman, et il y a un moment, il fallait que je sauve ma peau pour qu'elles aient une maman, qui aille bien, c'était le principal. Mmh. Et donc ça m'a déchargée de beaucoup de temps, hein, parce que d'un coup j'avais 50 de temps où j'avais pas mes enfants. On est passé de je suis à 100 quasi avec elles à 50 et ça a correspondu au moment où voilà, j'ai repris pied et donc j'ai continué ce coaching avec, la personne qui m'a accompagnée et il m'a dit: «La première chose que tu dois faire là, c'est chercher quelqu'un en freelance. Là, c'est plus possible, là, tu as trop de retard, et c'est ce que j'ai fait et vraiment encore une fois la chance, je me suis retrouvée, chez le coiffeur avec, on est 2 chez ma coiffeuse avec, Morgane qui est aujourd'hui, salariée chez moi, et qui me dit: «Ouais, je t'avais envoyé un mail il y a quelque temps, mais bon, c'était quand j'étais en dépression. Est-ce que» Morgane que tu as rencontrée d'ailleurs, Solène. Ouais, ouais. Et et elle me dit: «Ouais, beh, si jamais ça dit» et en fait, c'est vraiment le moment où je cherchais quelqu'un. Je dis: «Bah, écoute, vas-y, viens, on boit un café, demain» ou je sais plus quand. On a bu un café. Je sais même pas ce que c'est son CV à l'époque, mais je trouve que ça fit bien. Je lui dis: «Ça te dirait de m'aider à» je lui dis: «Mais clairement, c'est en dessous de ce que tu sais». Enfin, elle avait des diplômes, elle avait travaillé dans des grands groupes, vraiment, c'était pas elle me dit: «Non, non, vas-y, ça me fait kiffer» et en fait, on a démarré comme ça et comme ce que tu as décrit tout à l'heure, j'étais persuadée que de prendre quelqu'un, ça allait me rajouter une charge, que j'étais pas capable. Bon, j'étais encore très vulnérable et fragile, hein. Ma dernière, elle avait juste 1 an. Je venais de prendre un tunnel dans la gueule, et en fait, pas du tout. Bah, déjà, j'ai embauché quelqu'un d'incroyable, qui, a tout capté tout de suite, qui est très structuré par rapport à moi, qui a Qui tout te complète, repris ouais. et Mmh. voilà, ça va faire 2 ans qu'on travaille ensemble là. Là, bah, tu vois, peut-être potentiellement aujourd'hui, tu vois, on enregistre, ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés parce que c'était en avril. Et elle a tout structuré avec moi, quoi. Et en fait, derrière, bah, on a travaillé 1 an ensemble, en freelance, elle et moi. Puis après, c'est devenu illégal puisque en fait, elle travaillait quasiment que pour moi. Donc, j'ai pris une avocate. Tu vois, je me suis beaucoup structurée, en fait. J'ai pris une avocate, j'ai quasiment, enfin, là, j'ai tout compris à l'entrepreneuriat. J'ai sorti la tête de l'eau et j'ai très bien géré, tout le reste. Donc je l'ai embauchée en CDI, en août dernier. On a une alternante, on a une stagiaire. Donc vraiment après, en vrai, à partir de avril 2023, il y a 2 ans, quand je suis revenue, décidée à ne plus m'arrêter, bah, là, ça a été une autoroute, tu vois, vraiment. Et en gros, pour moi, la première vraie année que j'ai fait, c'est l'année dernière, l'année Ouais. 2024. Tu vois, 6 ans après m'être lancée, c'est ma première vraie année sans interruption, quelle qu'elle soit. Et encore, j'ai eu la mononucléose l'année dernière, donc vraiment, c'était pas non plus l'année la plus ouf. Donc tu vois, le temps, il est long dans l'entrepreneuriat. Parfois, on voit les succès en se disant, «C'était rapide», c'est pas vrai. Il se passe tellement de choses. Donc vraiment, 2024, c'est mon année référence, l'année dernière. Mmh. Ça, c'est très vrai ce que tu dis, c'est pas un sprint, c'est un marathon, en fait. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qui va te permettre de durer, de tenir sur la durée. Il faut pas se cramer, il faut pas chercher la fulgurance, Mmh. instantanée parce que parfois ça peut retomber très, très enfin aussi vite que c'est monté d'ailleurs. Donc je pense que c'est bien à entendre aussi, pour les femmes, qui nous écoutent, parce pour moi, il y a plein de façons, d'entreprendre, mais c'est vrai qu'on valorise, dans la société, puis le patriarcat, le capitalisme, c'est très les start-up, quoi. C'est on start-up et en fait, c'est pas forcément un mode de fonctionnement qui est sain, parce que ça demande, de se cramer, quoi, de jamais prendre de vacances, de pas se payer les 3 premières années, enfin, tu vois, d'être vraiment, de tout mettre dans la boîte, dans son développement et pour autant, il y a plein d'autres façons, d'entreprendre et notamment des manières plus féminines, plus à l'écoute de soi, plus, sur des temps longs, plus durables aussi, Mmh. pour, la planète et autres et je trouve ça chouette, aussi que tu puisses partager, voilà, toi, la façon dont ça s'est passé et comment tu as pu développer, ton activité sur la durée malgré tout et en ayant les 6 premières années d'entrepreneuriat entrecoupées de diverses grossesses et autres, épisodes de dépression. Donc, ouais, c'est Mmh. c'est hyper, fort comme témoignage de résilience, voilà, pour reprendre le mot Mmh. que tu disais tout à l'heure.
Aujourd'hui, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu mettrais en place pour préparer ton business, à la grossesse? Toi, qui en as vécu, plusieurs, à plusieurs stades de développement, différents, j'imagine que bon, voilà, ça dépend un peu du contexte, mais en gros, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais soit aimé faire, soit que, voilà, si jamais il y a une quatrième grossesse, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu mettrais, en place dans ton activité? Je pense que j'étais pas assez renseignée sur les aides auxquelles on a le droit. Tu vois? Ça, c'est quand même, très compliqué dans l'administration française, c'est pas très clair. J'avais fait un épisode dans mon podcast sur, l'entrepreneuriat et les mères, mais de manière légale, tu vois? Sur les aspects légaux et Mmh. c'est vrai que Avec la Estelle Guy, il société, me semble, c'est ça? c'est Ouais. ça, qui est avocate, spécialiste des entrepreneuses et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point, le monde de l'entrepreneuriat, les règles du monde de l'entrepreneuriat ne sont pas faites pour les femmes et encore moins les mères. Et c'est mon avocate du coup, Estelle. Elle m'a appris beaucoup de choses, c'est vrai et ça, ça aurait été mieux que je le fasse en amont, clairement. Mais c'est pas grave, hein, j'ai appris avec. Ce que je referais la même chose, c'est-à-dire prendre les 6 mois, je les regretterai jamais. Ça, c'est sûr. Je crois que le plus important, au final, quand on est entrepreneuse et si on est en couple hétérosexuel, c'est le partenaire. C'est comment on envisage ça en tant que famille et pas moi toute seule de mon côté parce que c'est une affaire de famille et parce que c'est pas du tout pareil, que dans le salariat. C'est vrai que moi, j'ai vécu une grossesse salariée, une grossesse en micro-entreprise et une grossesse en tant que chef d'entreprise. Donc j'ai vraiment eu 3 expériences différentes. Quand on est salarié, le rôle du conjoint, il a moins d'impact sur nous, c'est-à-dire que enfin, ça va pas, changer énormément la donne, encore qu'il faut qu'il prenne son congé paternité, c'est très important. Mais alors quand on est entrepreneuse ou micro-entrepreneuse, ça change tout et ça, je pense, c'est un aspect dont on parle pas du tout, Mmh. comme projet de famille, en fait et d'ailleurs, dans l'épisode que j'ai fait, Estelle, elle en parle pas mal. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui m'a mis dedans et je prends 50 de la responsabilité et 50 pour lui, hein. C'est pas juste lui le méchant, encore une fois, de l'histoire. On vit dans une société qui nous encourage pas à ça et j'en avais pas conscience et je suis un peu trop partie en mode, «De toute façon, c'est mon choix, je suis féministe, j'assume», non, non, en fait, non, non. C'est un choix de famille, c'est un choix à 2. J'ai pas besoin d'être indépendante financièrement, et tout gérer de mon côté, en fait. Enfin, j'ai besoin d'être indépendante financièrement, mais j'ai pas besoin de tout gérer de mon côté et c'est normal que, en fait, mon conjoint, mon mari fasse sa part et qu'on l'envisage ensemble et que je me retrouve pas pendant 2 ans à garder nos enfants, toute seule, pendant que je ne suis pas payée, pendant que je ne suis pas rémunérée et pendant qu'on ne paye pas de nounou. Parce qu'en fait, mon mari, il a économisé beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, il a compensé, je tiens à le dire, Mmh. mais je pense il y a beaucoup de carrières d'hommes, on le dit, hein, de manière générale, hein, qui se font sur le travail gratuit des femmes Mmh. et et quand on est salarié, ça a peut-être pas beaucoup d'incidence. Quand on est entrepreneuse, ça a une énorme incidence sur notre entreprise. Donc moi, je Ouais, dirais tout à ça, fait. l'envisager vraiment comme un projet familial à 2. Si vous êtes surtout dans un couple hétérosexuel, je pense qu'il y a moins ces challenges dans un couple homosexuel. Ah! Heu, Ouais. Bah, après, enfin, en fait, dans Différent, je pense. ouais, je fais intervenir, tu vois, une coach, de couple, enfin une médiatrice de couple même, dans mon accompagnement, enfin donc dans la préparation business à la grossesse, on a voilà, une masterclass, sur le couple parce que comme toi, je me suis pris les pieds dans le tapis de cette, question, des finances, que tu as l'habitude de gérer toute seule et que du coup, quand tu es enceinte et que tu perds de l'argent, tu pioches dans tes économies à toi et en fait, c'est totalement injuste. Et bref, donc on a fait cette masterclass et elle, elle a des couples, surtout, hétéros dans son cabinet, mais aussi des couples homo et elle disait qu'en fait, on retrouve très souvent les mêmes schémas, bah, du patriarcat ambiant. Ce que tu le disais très Mmh. bien, tu as beau être féministe, tu as beau et c'est pas lui le méchant. En fait, on a tous été élevés en patriarcat et donc il y a, C'est vrai. la mère, et le coparent comme on l'appelle, qui est, à côté, qui est, en plus, en bonus, alors qu'en fait, non, pour avoir un bel équilibre et faire en sorte que, il y en ait pas un qui perd au profit de l'autre, il faut pouvoir, bah, déconstruire en fait, tout ce, ouais, la façon dont on a été, conditionnés quoi et c'est hyper intéressant en tout cas, comme question et je trouve ça top, que tu l'amènes aussi, parce que, tu nous parlais voilà, à différents moments de ton témoignage,
du rôle de ton conjoint. Moi, c'est aussi une question que je pose systématiquement dans mes interviews parce que je trouve que c'est hyper, hyper important. Tu le disais, d'autant plus quand on est entrepreneuse. Puis, il faut pas oublier que l'entrée dans la parentalité, c'est le moment qui, en tout cas, qui a été identifié comme étant l'origine des inégalités femmes-hommes. Et on a beau avoir un conjoint très impliqué, et on a beau, avoir des idéaux d'égalité, en fait, on déroge pas si souvent que ça à la règle. Et c'est hyper important de se dire que si les stats elles sont là, c'est pas que les autres, quoi. Non. Et pour pas tomber dans ces stats là, il faut vraiment être acteur de cette égalité, de cette équité et de son indépendance financière aux deux, en fait. Enfin, en tout cas de sa prospérité potentielle Et aux deux. tu vois, je pense à ça parce que c'est un des conseils d'ailleurs que Estelle m'a donné, mon avocate. Nous, on était mariés sous le régime de la communauté des biens. Et quand on est entrepreneuse, vraiment, je vous encourage à vous marier ou en tout cas à faire un contrat de mariage. On a changé de statut marital 2 ans après notre mariage pour être mariés sous un régime où on a un contrat et où moi, en tant que chef d'entreprise, je suis protégée et cette entreprise est à moi à 100% et toutes mes dettes d'ailleurs sont à moi à 100% et Mmh. on n'est pas dans une configuration où potentiellement, si un jour il y a séparation, ça met en péril mon activité professionnelle. Ouais. Donc vraiment ça, c'est le mariage protège, on ne le dit pas assez, on ne le voit pas assez comme ça. Le mariage protège, mais il y a des conditions pour qu'il protège. Oui, et puis je pense aussi à toutes celles qui ont des conjoints entrepreneurs. On sait que les hommes prennent beaucoup plus de risques que les femmes. Alors ça paye aussi parfois plus, mais il y a, moi j'ai eu des exemples de clientes dont les maris faisaient faillite et qui coulaient avec eux. Alors même qu'ils étaient séparés. Enfin, tu sais, genre parfois, Mmh. voilà, c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est plein de liberté, c'est génial. Mais c'est aussi plus de responsabilité parce qu'on peut pas juste se laisser porter par le truc, quoi. Donc voilà, faut s'entourer des bonnes personnes. On n'est pas obligé d'avoir soi-même les réponses ou d'avoir l'aptitude à éplucher les textes de loi. Il y a des personnes qui adorent faire ça, qui le font très bien, mieux que nous. Donc voilà, entourons-nous. Et ma dernière question, mais tu as commencé déjà à répondre, c'est voilà, au cas où t'en aies d'autres, je voulais savoir quels seraient tes conseils pour les entrepreneuses qui nous écoutent et qui sont entrepreneuses et qui souhaitent se lancer dans la maternité, mais qui peut-être appréhendent, qui sont en projet bébé ou qui sont enceintes et qui se disent: «Oh là là, non, c'est quoi le tsunami là dans lequel je m'embarque? Comment on fait pour surfer la vague?» Je pense qu'il y en a beaucoup qui se lancent, enfin qui se disent: «De toute façon, je vais faire un bébé, ça va rien changer, je suis une businesswoman, je vais y arriver», et qui ne savent pas encore que potentiellement elles vont prendre un mur et peut-être pas tout de suite. Ça sera peut-être, 1 an, 2 ans après parce que le burn-out, il est pas loin et qu'il faut, quand on le peut, pouvoir s'organiser pour vraiment couper. Je sais qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui arrivent pas et je comprends, hein, parce que moi, j'étais dans la situation où je gérais pas d'équipe, donc c'est vachement plus simple. Si aujourd'hui je devais lâcher, avec, 3 personnes qui travaillent avec moi, ce serait différent. Donc il y a 2 configs différentes. Si on a personne, franchement, lâchez un peu pour, profiter de ce moment-là. Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est du temps long. Et le 2e, c'est si vous managez des équipes, c'est comment vous pouvez vous organiser pour, répondre au mieux à vos besoins à vous, pas que à celles de l'équipe. Vous êtes le maillon principal donc un homme, s'il avait un cancer, il devrait s'arrêter aussi à un moment ou à un autre. Donc ça arrive pas qu'aux femmes de devoir s'arrêter, même si c'est encore trop, hein, une histoire de femme, la parentalité. J'ai pas de réponse à ça parce que chaque entreprise est différente, mais il y a quand même des cas de figure à envisager et si on a des congés, c'est pas pour rien. Et ça devrait pas s'appeler des congés d'ailleurs, ça devrait s'appeler je sais pas comment on pourrait l'appeler ça d'ailleurs. Convalescence. Faudrait une convalescence. Non, mais voilà, c'est qu'il y a quand même un aspect physique, il y a quand même un aspect de psychique, il y a quand même des choses en jeu. Alors, si vous avez un métier où vous pouvez travailler depuis le canapé tranquille avec bébé, pourquoi pas, mais moi, par contre, vraiment, j'ai coupé. Moi,
Mmh. Les premières semaines, j'en avais rien à faire du travail. Ma vie, c'était mon bébé, c'était très bien comme ça. J'avais pas ce FOMO. Vraiment, c'était OK. Mais je Ouais. peux comprendre que c'est dur, hein. Je peux comprendre que chaque personne Non, le il y vit a 3/4 des différemment. femmes, qui arrivent pas à s'arrêter, ça c'est ma lecture, mais qui ne prennent pas leur congé, Mmh. maternité, en entier. Ça arrive pas qu'aux autres et je trouve ça top d'avoir ton exemple, même quand tu étais pas forcément subventionnée par l'État, tu t'es toujours, arrêtée et moi, ce que je trouve Mmh. génial quand on s'arrête, quand on prend son congé maternité, c'est que derrière, on se dit: «Waouh, j'ai fait tout ça alors que je me suis arrêtée de bosser, X mois, mais enfin, du coup, ça donne une force, quoi. On a l'impression qu'on va pouvoir déplacer les montagnes et puis, bah, voilà, tu en as un exemple aussi parce que ton entreprise, elle est ultra, inspirante. C'est de se dire, bah, voilà, si on peut faire tout ça dans ce contexte de, on travaille pas, on retravaille, on retravaille plus, nin, bah, imagine, voilà, ce qui est C'est clair. possible quand on a, et puis du coup après bon une petite mononucléose, bon bah voilà quoi, on a vécu pire. Je Bah, dis tu vois, là, ça c'est la première évidemment en année plaisantant. c'est ma première année où je me dis: «Ça va rouler» et c'est tu vois, mon mot de l'année, c'était réjouissance et je pense que c'est pas pour rien. C'est que j'ai tellement accumulé avant que là, c'est tranquille, en fait. C'est paisible et c'est agréable et je vais même te dire un truc sur les grossesses et le fait de s'arrêter. Il y a une doula que j'aime beaucoup, que j'ai interviewée dans mon podcast qui s'appelle Christelle Carder, qui a aussi un podcast et Christelle, elle me disait: «Mais tu sais, c'est souvent aussi un moment où, ta créativité, elle va parler. C'est souvent un moment aussi où, tu vas avoir des idées, où, tu vas avoir de l'espace pour penser, et où tu vas voir les choses d'une autre manière» et je trouve que c'est très vrai. Parfois, on ne réalise pas que de s'arrêter, ben ça permet de voir autre chose, en fait, d'avoir une autre, vision, une autre lecture et peut-être de mieux structurer derrière, de mieux, gérer son temps, de mieux enfin, il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver qui sont pas négatives dans le fait de s'arrêter. Ouais, On n'est ça peut être pas un obligé d'être super toujours dans effet de l'action. levier. Mmh. Mmh. Et si on le voit de cette manière-là, c'est un petit peu plus facile du coup de lever le pied. Parce que des fois, il y a des idées qui nous viennent et ça empêche pas je dis pas que j'ai pas du tout travaillé pendant mes arrêts de grossesse et encore quasi pas, mais ça m'a pas empêché de me dire: «Ah ça me fait penser à ça, ouais ça pourrait être bien quand je reviens» ou, voilà de me noter des idées sans vouloir les concrétiser, mais juste de me dire: «Il y a ça ou qu'est-ce que j'aimerais quand je reviens?» Tu vois, moi, j'ai été très claire que quand je suis revenue travailler alors surtout après ma dépression, c'est moi je travaille 4 jours par semaine, je travaille pas le vendredi. Personne ne travaille le vendredi dans mon entreprise. On finit à 17 heures tous les jours et si c'est pas fait là tout de suite, ben il y a pas mort d'homme en fait. Enfin, je mets pas la pression à mes équipes. Si elles doivent, aller à un rendez-vous médical parce qu'elles pouvaient pas le caler le vendredi, ben c'est pas grave et je suis plus dans le, vite, 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 faut faire plus, la culture de l'entrepreneuriat, très masculine d'ailleurs de, toujours plus, mais pourquoi en fait? Moi, mon entreprise, elle me permet d'être, à 17 heures à aller chercher mes enfants, de prendre une semaine de vacances, à chaque vacances scolaires, de couper l'été, 5 semaines si j'ai envie et de ne pas être stressée et je sais pas si il y a pas meilleure, façon de vivre l'entrepreneuriat que comme moi je le vis, tu vois? Enfin pour des gens, ça serait ingérable pour eux parce qu'ils aiment trop être occupés au bureau et pas être avec leur famille. Mais moi, personnellement, je vis un rêve quelque part. Je vais pas te mentir, hein. Ça veut pas dire qu'il y a pas des challenges, c'est pas dur. Mais j'ai pu créer comme j'avais envie mes conditions de travail et en faire profiter d'autres. Et ça, je trouve ça trop cool parce que j'ai testé ce que c'était des conditions de travail qui sont pas optimales et à quel point ça donne pas envie de rester. Et moi, je suis trop fière d'être chef d'entreprise et de pouvoir impulser dans mon entreprise une autre lecture de la vie, de l'équilibre vie pro, vie perso. Et tu vois, les filles qui travaillent avec moi, sur 4, il y en a 3, elles sont pas mamans. Mais je m'en fous en fait. Mmh. Enfin, elles ont le droit d'avoir une vie en dehors, de ne pas être maman. Tu vois, on parle souvent de la vie pro, perso pour la vie familiale, mais les gens qui n'ont pas d'enfants ont le droit d'avoir une vie en dehors du travail, heureusement, et d'être épanouis en dehors. C'est clair. Et moi, je trouve ça sur ce côté-là, l'entrepreneuriat, je trouve ça incroyable de pouvoir dicter les règles du jeu et de pouvoir changer du coup, un peu comment la société, vit le travail. Parce que ça viendra aussi de là, hein, le plus on aura de chefs d'entreprise qui ont cette, vision-là, le mieux pour la société, hein. Exactement, trop bien. Bah, ça fait un super mot de la fin. Merci beaucoup, Clémentine, de nous avoir, partagé ton histoire et toutes les pépites, voilà, d'insight, pour les auditrices. C'était top. Merci. Merci à toi. Merci Solène.
Un grand merci à Clémentine d'avoir partagé son histoire qui, j'espère, vous aura convaincu de vous octroyer un vrai congé maternité, quel que soit votre statut ou vos éventuelles indemnités possibles. D'ailleurs, si vous êtes vous-même enceinte ou en projet bébé, je peux vous y accompagner. J'ai même créé un accompagnement ultra accessible pour vous permettre de tester ma méthode et valider que mon approche vous correspond. J'ai nommé le calendrier de l'avant-bébé qui est en promotion en ce moment. Le lien avec toutes les infos est en description de l'épisode. En gros, il s'agit d'un programme audio de 5 minutes par jour pendant 15 jours pour anticiper les étapes clés pour son business avant, pendant et après la grossesse. Pour le prix d'un café par jour et à peine le temps de finir votre tasse, je vous partage pas à pas les étapes à connaître pour concilier grossesse et entrepreneuriat en faisant en sorte de pouvoir vivre les deux pleinement sans sacrifier ni l'un ni l'autre. Vous pourrez aussi d'ailleurs choisir en vous inscrivant au calendrier en option un accès à la masterclass couple dont je fais mention dans l'épisode et dont Clémentine soulignait l'importance de préparer son couple avant une naissance. L'idée est de vous aider à trouver un équilibre, un nouvel équilibre avec votre conjoint ou conjointe à travers 1h30 de conseils de la médiatrice de couple Valérie Clays et un jeu apéro à imprimer pour vous poser les bonnes questions avec votre moitié en amont de la naissance. Dans la prochaine interview, on parlera à nouveau de l'importance du couple et du ressentiment qui peut naître après la naissance du bébé quand l'un repart vite travailler et que la maman est assignée à résidence. C'est Charlène de l'école des profs qui partagera son retour d'expérience sur l'importance de bien s'entourer dans son business comme dans son postpartum. Abonnez-vous au podcast pour ne pas louper ça.